Pour débattre sur cette image de la science-fiction, des réseaux qu'est la science-fiction, le réseau qui est véritablement un thème de science-fiction, avec le cyberpunk, mais pas seulement, hein, c'est une image qu'on retrouve dans de nombreux romans. Complètement à ma droite, donc à votre gauche, nous avons Norbert Merjanian, qui a écrit Les Tours de Saramante, édité aux éditions de Noël. Juste à son côté, Catherine Dufour. Alors je vais citer Le goût de l'immortalité, mais sans doute aussi on va parler de l'ivresse des providers, qui se passait pas mal dans les réseaux informatiques, et on verra que l'image est vraiment étonnante. Et puis juste à côté de moi, Jean-Marc Ligny. Le dernier, c'est Aquatm, on peut citer. Il y en a un autre depuis paru depuis Aquatm, enfin dans le domaine qui nous intéresse, non, j'ai eu un boom, mais bon, on est hors du sujet. Voilà. Bien que les amateurs de SF peuvent aussi aimer les polars, mais il est question aussi de réseau dans Aquatm d'ailleurs. Alors, dans Aquatm, il est question de réseau. Il est aussi question de réseau dans Rainer City. Deux livres qui incorporent ce thème des réseaux. Quelle image tu en donnes dans ces romans? Positif, négatif? C'est assez variable en fait. Quand j'ai écrit Aquatm et son prédécesseur Cyberkiller et la suite, j'avais des réseaux qu'une vision surtout livresque à travers les romans cyberpunk anglo-saxons notamment, à travers quelques bouquins que j'avais lus sur les pirates des réseaux, les virus, etc. Des articles et tout, donc j'étais pas moi-même connecté à un réseau à cette époque-là. Je n'avais pas encore Internet quand j'ai écrit Inner City, et donc j'avais a priori un aperçu plutôt critique. Et donc dans Inner City, en deux mots, les réseaux servent essentiellement à partager une réalité virtuelle vécue en consensus par la plupart des gens connectés. Donc je précise bien connectés parce qu'il y a toute une frange de population que j'appelle les routers qui n'ont pas les moyens d'être connectés, donc qui sont hors des réseaux de la société, mais qui ont leur propre réseau informel, dont tous les parias, tous les rejetés, tous les bannis se constituent forcément des réseaux. Et donc ces réseaux officiels servent à surtout générer une réalité virtuelle extrêmement conviviale et chatoyante qui devient tellement agréable pour les inners, donc les connectés, qu'ils en oublient la réalité quotidienne. Donc ça sert essentiellement à ça. Ceci dit, j'ai développé les réseaux dans deux bouquins, notamment Djihad, où là c'est plutôt le côté réseau de surveillance, et un peu dans Aqua également. Entre-temps, j'ai modifié mon opinion sur les réseaux, parce qu'un réseau, c'est avant tout, à mon avis, un outil. C'est des tuyaux dans lesquels passe de l'information. Après, tout dépend qui génère et qui reçoit cette information et qu'est-ce qu'on en fait. Donc, un réseau comme Internet, par exemple, c'est maintenant désormais incontournable, ça fait partie de notre société quotidienne et ça paraît difficile de pouvoir s'en passer. Et donc on y trouve aussi bien le plus vaste réseau d'information et la plus vaste encyclopédie du monde que le prétexte à tous les fichages, à toutes les surveillances, à tous les cryptages. Bon, le dernier en date, là, la fameuse loi que veut nous faire passer le gouvernement, où ils prétendent être capables de déconnecter 1000 personnes, 10 000 personnes par jour qui partagent, qui font cette activité illégale et hontée de pirater des films et de la musique sur Internet. À croire que c'est carrément plus grave que d'animer un réseau de pédophiles. Donc, les réseaux, c'est un outil. On peut pas, globalement, moi je dirais, avoir une image positive ou négative. C'est comme si on nous demandait de juger sur le côté positif ou négatif de la fission de l'uranium. Bon, qui est un phénomène naturel. Après, l'uranium, effectivement, se désagrège naturellement. Et après, tout dépend ce qu'on en fait. On peut en faire des lasers médicaux pour
opérer, faire des opérations délicates, comme on peut en faire des bombes atomiques, tout le monde le sait. Donc les réseaux, c'est pareil. Ça peut servir, je sais pas moi, à échanger des informations au sein d'une dictature, par exemple, en douce, comme ça peut servir effectivement à totalement contrôler les gens dans leur activité et déplacement quotidien. Il y a eu un fait divers il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques mois quand même, je crois que c'est un japonais qui a passé 3 jours devant World of Warcraft, excusez mon anglais, et alors ce qui m'a tout de suite fait penser à Inner City où effectivement il y a des gens qui ne se débranchent plus. Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir cette information Je crois que c'était un Coréen, ouais, il en est mort au bout de 72 heures de connexion non-stop. Imaginez non-stop, hein. Et même pas il s'est déconnecté. Imaginez le niveau dans le jeu, comment il devait être super balèze. Bon, bref. Ouais, et ben il était peut-être très balèze au niveau jeu, mais au niveau, je dirais, logistique corporelle, ça suivait plus tellement, quoi. Il faisait même pas pipi? L'information n'a pas été précisée. J'ai pas eu vraiment ce détail, mais je crois qu'il s'est déconnecté. Sont déconnectés. Tu peux? Avec une connexion Wi-Fi, tu peux bouger, hein. Oui, alors effectivement, comment est-ce que tu as reçu un petit peu cette lecture, toi qui avais écrit déjà dans Inner City, les gens ne se connectent plus? J'ai reçu avec un mélange de fatalisme et de stupéfaction, quoi. Ça m'a fait le même effet que quand on m'a annoncé l'histoire du lac souterrain au Darfour découvert par un satellite américain 1 an après avoir publié Aquatn, ou les fameuses élections de 2002, donc 4 ans après avoir publié Djihad, de me dire que bon, la réalité rejoint la fiction et malheureusement c'est pas ce que je souhaitais, quoi. Enfin bon, ça fait quelque part une espèce de satisfaction perverse en se disant bah oui, j'avais bien raison finalement, et puis d'un autre côté, mais moi c'était de la fiction, quoi, c'était pas censé arriver, et puis ça arrive quand même. La science-fiction, c'est pas de la prophétie, quoi. Et si par coïncidence ça devient une espèce d'avertissement prémonitoire comme ça devient très angoissant parce qu'on se dit mais ce monde pourri que j'ai décrit, il est vraiment en train d'arriver. Donc c'est pas ce que je voulais. Moi, c'était une espèce de cri d'alarme que je poussais. Je disais pas non pour faire comme ça. Et bon, c'est quand même hallucinant. Et bon, moi je me dis que maintenant c'est possible. C'est le premier, on en parle. Maintenant, il y en aura d'autres qui seront anonymes. Et puis on va continuer de développer de toute façon la réalité virtuelle. Je veux dire, la télé 3D, c'est pour très bientôt. Donc les ordinateurs en 3D, ce sera la génération suivante. Et puis après, bon, on aura les accessoires pour rentrer complètement dans l'ordinateur, quoi. Et je pense que ce qu'on écrit déjà en SF, des mémoires sauvegardées, téléchargées de gens qui sont morts, il viendra un moment, peut-être assez vite, où ça deviendra possible. Sous une forme, d'ailleurs, à mon avis, altérée, voire délétère, et on risque d'avoir de drôles de fantômes dans la machine. Alors, on va passer la parole à Catherine Dufour, juste à côté, qui regarde le plafond. Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis en train de... Elle traque les caméras sur les... d'essayer de calculer.